Exercice B, l'installation de l'homme sur la Lune. Le programme Artemis est un programme spatial habité de la NASA, l'agence spatiale américaine, dont l'objectif est d'amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2024. Celui-ci doit déboucher sur une exploration durable sous la forme de l'installation d'un poste permanent sur la Lune. La partie A s'intéressera à la mise en place d'un satellite de télécommunication autour de la Lune et la partie B analysera l'alunissage d'un module lunaire. Étude d'un satellite de télécommunication. L'étude ne portera que sur un seul satellite, dont l'orbite autour de la Lune sera considérée comme circulaire. On négligera l'influence de la Terre sur le mouvement du satellite. Analogie avec les satellites terrestres. L'orbite des satellites géostationnaires se trouve dans le plan équatorial de la Terre, à une altitude de près de 36 000 km. De ce fait, ils tournent à la même vitesse angulaire que la Terre. Nous avons ici représenté la trajectoire circulaire du centre du satellite S autour de la Lune L, où petit u est le vecteur unitaire orienté de L vers S. La force d'interaction gravitationnelle entre un objet A de masse MA et un objet B de masse MB, distant de D indice AB, est vecteur F de A sur B égale à moins G multiplié par la masse de A multiplié par la masse de B divisé par la distance séparant les deux objets élevée au carré, multiplié par UAB, où UAB est le vecteur unitaire orienté de A vers B. Proposer une définition de ce que pourrait être un satellite lunostationnaire en comparant sa période de révolution autour de la Lune et la période de rotation de la Lune sur elle-même. Par analogie avec un satellite géostationnaire, un satellite lunostationnaire va être constamment au-dessus du même point de la Lune. Pour que ce soit le cas, la période de révolution du satellite autour de la Lune doit être égale à la période de rotation propre de la Lune. Un satellite lunostationnaire reste constamment au-dessus du même point de la Lune, car la période de révolution du satellite autour de la Lune est égale à la période de rotation propre de la Lune sur elle-même. Représenter la force d'interaction gravitationnelle F de L sur S exercée par la Lune sur ce satellite sans souci d'échelle sur le document réponse à rendre avec la copie. Le point d'application de la force exercée par la Lune sur le satellite est le centre de gravité du satellite. La direction de cette force est la droite reliant le centre de la Lune au centre du satellite, c'est-à-dire la droite LS. Cette force est orientée du point S au point L. En effet, c'est une force attractive. Voici représentée en rouge sur le graphique la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur le satellite. Établir l'expression de cette force, F de L sur S, en fonction de la constante gravitationnelle grand G, de la masse du satellite, de la masse de la Lune, de la distance séparant le centre de la Lune au centre du satellite, et du vecteur unitaire petit u. Revoyons la formule donnée par l'énoncé, même si elle doit être connue par cœur. La force d'interaction gravitationnelle entre un objet A de masse MA et un objet B de masse MB est F de A sur B égale à moins G multiplié par le produit des masses des deux objets divisé par la distance séparant les deux objets élevée au carré multiplié par le vecteur unitaire UAB orienté de A vers B. Pour avoir l'expression de la force exercée par la Lune sur le satellite, il suffit de remplacer grand A par grand L, grand B par grand S. Le vecteur unitaire ULS correspond à ce moment-là au vecteur unitaire petit u. Donc le vecteur force exercée par la Lune sur le satellite est égal à moins la constante gravitationnelle G multipliée par la masse de la Lune multipliée par la masse du satellite divisé par la distance séparant la Lune du satellite élevée au carré multiplié par le vecteur unitaire petit u. Description du mouvement du satellite. La période de rotation de la Lune sur elle-même est égale à 27,3 jours.
Elle est notée grand T. La constante de gravitation universelle grand G vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. La masse de la Lune vaut 7,34 fois 10 puissance 22 kg. Le rayon de la Lune vaut 1,74 fois 10 puissance 6 mètres. On rappelle que le périmètre du cercle est égal à 2 fois pi fois le rayon du cercle. Formule qui est à connaître, même si elle est donnée ici. À l'aide de la deuxième loi de Newton, établir l'expression du vecteur accélération du centre du satellite en fonction de la constante de gravitation, de la masse de la Lune, de la distance entre la Lune et le satellite, et du vecteur unitaire petit u. Avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, nous allons faire l'inventaire des forces. Le système étudié est le satellite, dans le référentiel lunocentrique. Le satellite est soumis à la force d'interaction exercée par la Lune. Dans le référentiel lunocentrique, le satellite est soumis à la force d'interaction gravitationnelle, F de L sur S, exercée par la Lune. En considérant le référentiel lunocentrique comme galiléen, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton au satellite. La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à la résultante des forces qui s'exercent sur le satellite. Ici, il n'y a qu'une seule force, la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur le satellite. La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur le satellite. Nous allons remplacer la force d'interaction gravitationnelle par son expression. La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à moins la constante gravitationnelle multipliée par la masse du satellite multipliée par la masse de la Lune, divisée par la distance séparant la Lune du satellite élevée au carré, multipliée par le vecteur unitaire petit u. Ici, nous pouvons simplifier de part et d'autre par la masse du satellite. Nous obtenons donc que l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à moins g multiplié par la masse de la Lune divisé par la distance séparant la Lune du satellite élevé au carré, multiplié par le vecteur unitaire petit u. L'accélération du centre de gravité du satellite est orientée suivant le vecteur moins u. Représenter le vecteur unitaire tangentiel grand T et le vecteur unitaire normal grand N du repère de Freinet sur le document réponse à rendre avec la copie. Le repère de Freinet est un repère mobile. Son origine correspond au centre de gravité du système étudié. Ici, son origine est à placer en S. Le vecteur unitaire tangentiel T est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens de rotation du satellite, dans le sens du vecteur vitesse. Comme la trajectoire est un cercle, le vecteur T est perpendiculaire au rayon du cercle SN. Le vecteur normal grand N est perpendiculaire au vecteur T. Sa direction est donc celle du rayon SL et il est orienté de S vers L. Voici en violet les vecteurs unitaires du repère de Freinet. Citer l'expression des coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet dans le cas d'un mouvement circulaire. La composante tangentielle du vecteur accélération dans le repère de Freinet est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, dv sur dt. La composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet est égale au carré de la vitesse du mobile divisé par le rayon de la trajectoire. On peut ainsi écrire que le vecteur accélération dans le repère de Freinet est égal à la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire multiplié par le vecteur unitaire grand N plus la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps multiplié par le vecteur grand T. La composante normale du vecteur accélération s'écrit v carré sur le rayon de la trajectoire. La composante tangentielle du vecteur accélération est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. En déduire l'expression de l'accélération a indice g dans le repère de Freinet
en fonction de la constante de gravitation G, de la masse de la Lune, de la distance Lune-satellite et du vecteur normal grand N. Reprenons ce schéma, nous observons que le vecteur unitaire petit u est l'opposé du vecteur unitaire grand N. Si on reprend l'expression de l'accélération du centre de gravité du satellite, nous pouvons remplacer le vecteur unitaire petit u par moins grand N, ce qui nous donne que l'accélération du centre de gravité du satellite est égale à la constante de gravitation multipliée par la masse de la Lune divisé par la distance Lune-satellite au carré multiplié par le vecteur unitaire grand N. On s'aperçoit que l'accélération du centre de gravité du satellite est réduite à sa composante normale. Justifier que la vitesse v du satellite est constante et montrer que son expression dans le repère de Fresnel en fonction de la constante de gravitation, de la masse de la Lune et de la distance Lune-satellite est grand V est égal à la racine carrée du produit de la constante de gravitation par la masse de la Lune divisé par la distance Lune-satellite. L'accélération est réduite à sa composante normale, donc la composante tangentielle de l'accélération est nulle. At est égal à 0. Or, l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse v par rapport au temps. On en déduit donc que la dérivée de la valeur de la vitesse v par rapport au temps est nulle. La dérivée d'une fonction est nulle si et seulement si cette fonction est une constante. On en déduit donc que la valeur de la vitesse du satellite est constante. Le mouvement est donc circulaire uniforme. Comme l'accélération du satellite se réduit à sa composante normale, cette composante est égale à la vitesse du satellite au carré divisé par le rayon de la trajectoire. De cette égalité, nous déduisons que grand G multiplié par la masse de la Lune divisé par la distance au carré est égal à la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire du satellite correspond ici à la distance Lune-satellite. Remplaçons donc le rayon de la trajectoire par d indice ls. Nous pouvons simplifier par d indice ls et nous déduisons que v carré est égal à g multiplié par m indice l divisé par la distance Lune-satellite. Passons à la racine carrée. V est égal à la racine carrée de g multiplié par la masse de la Lune divisé par la distance Lune-satellite. Dans la question suivante, la qualité de la rédaction, la structuration de l'argumentation et la rigueur des calculs seront valorisées. Démontrer que pour que le satellite soit fixe par rapport à la Lune, il doit être à une altitude grand H égale à 8,67 fois 10 puissance 7 mètres par rapport à la surface de la Lune. Déterminons tout d'abord la période de révolution du satellite autour de la Lune. La période de révolution T-rêve s'obtient en divisant le périmètre de l'orbite par la vitesse du satellite. Le périmètre de l'orbite est égal à 2 fois pi fois le rayon de l'orbite, c'est-à-dire la distance dls. Remplaçons la valeur de la vitesse par l'expression obtenue dans la question précédente. La racine carrée d'une fraction est égale à la fraction des racines carrées. Donc on peut réécrire divisé par une fraction, on revient à multiplier par son inverse. L'expression, la période de révolution peut s'écrire donc ainsi. Ici, nous avons la distance multipliée par la racine carrée de la distance. La racine carrée de la distance, c'est la distance puissance 1/2. La distance, c'est d puissance 1. d puissance 1 multiplié par d puissance 1/2, cela nous donne d puissance 1 plus 1/2, c'est-à-dire d puissance 3/2. La période de révolution du satellite peut donc s'écrire 2 fois pi fois la distance Lune-satellite puissance 3/2 divisé par la racine carrée du produit g fois ml.
Afin que le satellite soit lunostationnaire, il faut que la période de révolution du satellite autour de la Lune soit égale à la période de rotation propre de la Lune. Ainsi, la période de rotation propre de la Lune est égale à 2π fois la distance Lune satellite puissance 3,5 divisé par racine carrée du produit G fois ml. De cette expression, nous allons déduire le rayon orbital du satellite, D indice LS. Élevons tout d'abord l'expression au carré. Nous allons obtenir t carré est égal à 4π au carré multiplié par d puissance 3 divisé par G fois ml. Par un produit en croix, nous obtenons que le rayon orbital au cube est égal à t carré fois G fois ml divisé par 4π au carré. La distance Lune-satellite est donc égale à la racine cubique du membre de droite. La racine cubique correspond également à la puissance 1 tiers. La distance Lune-satellite correspond à la somme du rayon lunaire et de l'altitude h du satellite. Ainsi, la somme du rayon lunaire et de l'altitude du satellite est égale à la racine cubique de t carré fois g fois ml sur 4π carré. On en déduit l'expression de l'altitude h du satellite. Grand H est égal à la racine cubique de cette fraction moins RL. Passons au calcul. Le rayon de la Lune doit être exprimé en mètres, la masse de la Lune en kilogrammes, et la période de rotation de la Lune sur elle-même doit être exprimée en secondes. Pour passer des jours aux secondes, on multiplie par 24 et 3600, puisque dans un jour il y a 24 heures, que dans une heure il y a 3600 secondes. La période de rotation propre de la Lune de 27,3 jours. La constante de gravitation vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. La masse de la Lune vaut 7,34 fois 10 puissance 22 kg. Le rayon de la Lune vaut 1,74 fois 10 puissance 6 mètres. Alors je rappelle que la racine cubique correspond également à la puissance 1 tiers. Le calcul nous donne une altitude du satellite égale à 8,67 fois 10 puissance 7 mètres. Afin que le satellite soit fixe par rapport à la Lune, il doit être à une altitude grand H égale à 8,67 fois 10 puissance 7 mètres par rapport à la surface de la Lune. Alunissage. Le vaisseau lunaire HLS, Human Landing System, a pour rôle de déposer 2 astronautes sur le sol lunaire. À la surface, il sert d'habitat durant la mission d'une durée initiale d'environ 1 semaine, puis il ramène l'équipage à la station spatiale. Une simulation de l'alunissage a été menée sur un simulateur de mouvement vertical. Cette simulation commence à 152,4 mètres d'altitude avec une vitesse horizontale de norme égale à 18,3 mètres par seconde et une vitesse verticale de norme égale à 4,9 mètres par seconde. Les conditions initiales sont données sur la figure 1. La trajectoire de référence d'une durée de 95 secondes permet de poser le module sur le sol lunaire en toute sécurité. Une trajectoire incontrôlée d'une durée de 30 secondes qui conduirait à un impact sur le sol lunaire mettant un terme à la mission est représentée sur la figure 1. Le graphique représente l'altitude de l'atterrisseur lunaire en fonction de la distance à parcourir. Initialement, l'atterrisseur est en point haut. Il a pour abscisse 15,5 mètres, pour ordonnée 152,4 mètres, une vitesse horizontale de 18,3 mètres par seconde, une vitesse verticale de 4,9 mètres par seconde. Le graphique rouge représente la trajectoire incontrôlée qui conduit à l'impact, et le graphique bleu représente la trajectoire de référence pour l'alunissage. La valeur du champ de pesanteur sur la Lune est de 1,6 mètres par seconde au carré. Les équations horaires d'une chute libre dans un champ de pesanteur uniforme avec une vitesse initiale tangentielle V0 non nulle sont données.
V0x représente la norme de la vitesse horizontale et V0y la norme de la vitesse verticale. Alors, rappelons que les équations horaires sont les équations qui donnent les coordonnées x et y du mobile en fonction du temps. Sur le document réponse à rendre avec la copie, représentez au point O de coordonnées x0 et y0 les vecteurs vitesse horizontale v0x et vitesse verticale v0y sans souci d'échelle. Représentez également le vecteur champ de pesanteur G indice L. Le champ de pesanteur est vertical orienté vers le bas, je vais le représenter en vert sur le graphique. Le vecteur vitesse initiale v0 est représenté au point O, il est tangent à la trajectoire de l'atterrisseur. La composante horizontale du vecteur vitesse est représentée en bleu. Comme l'atterrisseur se déplace vers la droite, la composante horizontale est orientée vers la droite. Et comme l'atterrisseur se déplace vers le sol lunaire, la composante verticale de la vitesse est orientée vers le bas. Justifiez le signe négatif ou positif de chacun des trois termes de l'expression y égale à moins 1/2 fois gl fois t au carré, moins v0y fois t, plus y0. À l'instant initial t égale à 0, l'ordonnée de l'atterrisseur se réduit à y0. Le signe devant y0 est positif car à l'instant initial, le vaisseau lunaire est au-dessus du sol lunaire. Son altitude initiale est positive. Nous allons déterminer l'expression de la composante Vy de la vitesse en dérivant y par rapport au temps. La dérivée de t au carré par rapport au temps, c'est 2 fois t. La dérivée de t par rapport au temps, c'est 1. La dérivée d'une constante y0, c'est 0. On obtient donc que la composante selon y de la vitesse est égale à moins gl fois t moins v0y. À l'instant initial, t est égal à 0 secondes. Vy est égal à moins v0y. La composante selon y de la vitesse est négative. Cela signifie que le vecteur vitesse initiale du vaisseau lunaire est orienté vers le bas. Le vaisseau lunaire se déplace vers le bas. Déterminons la composante selon y de l'accélération en dérivant la composante Vy par rapport au temps. Je rappelle que la dérivée de t c'est 1, la dérivée d'une constante est nulle. On obtient que la composante selon y de l'accélération est égale à moins gl. La composante de l'accélération suivant y est négative. L'accélération du satellite est dans le sens du champ de pesanteur sur la Lune. À l'aide de l'équation horaire 1 et de la figure 1, calculez la durée t de descente de l'alunisseur s'il était en chute libre. Indiquez si l'alunisseur, dans sa trajectoire incontrôlée, est ou non en chute libre. À l'instant initial, l'abscisse de l'alunisseur est égale à 15,15 mètres. Lors de la trajectoire incontrôlée de l'alunisseur, le point d'impact a pour abscisse 366 mètres. D'après l'équation 1, x à l'instant t est égal à v0x fois t plus x0. Nous en déduisons que la durée t de descente de l'alunisseur, s'il était en chute libre, serait égale à x à l'instant t moins x0, le tout divisé par v0x. Procédons au calcul. X à l'instant t vaut 366 mètres, x à l'instant initial vaut 15,5 mètres, et la valeur de la vitesse horizontale vaut 18,3 mètres par seconde. Nous obtenons une durée de 19,2 secondes. Si lors de la trajectoire incontrôlée, l'alunisseur était en chute libre, la durée de la chute serait de 19,2 secondes. Or ici, elle est de 30 secondes. Donc nous pouvons conclure que lors de la trajectoire incontrôlée, l'alunisseur n'est pas en chute libre.